oui, tout ça arrive avec l'idéologie de l'hôpital d'entreprise qui est fin du siècle dernier. Hein. Le livre de Claude Le Pen, 1999, s'appelle Les nouveaux habits d'Hippocrate, du médecin artisan au médecin ingénieur. Donc, il y a une idée qui est les progrès techniques de la médecine font que la médecine devient industrielle. Donc, le médecin est un ingénieur, donc l'hôpital est une entreprise. Et donc, tout ce qui est bon pour l'entreprise, on va l'appliquer à l'hôpital. Donc, le tournant idéologique suit en fait largement avant les négociations de l'OMC sur les services qui dans cette idéologie-là. Mais ça s'applique en France à la fin du siècle dernier. Il y a tout ce courant idéologique qui se met en place. Et puis, en 2004, est introduit la tarification à l'activité, mais partiellement, on dit. En septembre 2008, Nicolas Sarkozy décide toute l'activité de l'hôpital sera en 2008. Et donc, à ce moment-là, puisque l'hôpital est une entreprise, quelle différence avec une clinique? Il ne reste plus que des missions de service public qui peuvent être découpées et vendues à la découpe, qui a une clinique ou autre. Et on est dans l'idéologie du partenariat public-privé. Hein, confusion du public et du privé. Ce qui compte, dit-on, c'est le régulateur. Au fond, un service public, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a des missions de service public, mais le régulateur, lui, doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc, on en est à cette idée-là. Alors, en 2009, la loi Bachelot, elle a introduit la gouvernance d'entreprise, parce que dans notre système, il y a une histoire incroyable qui est que les réformes de santé sont votées indépendamment de leur financement. On vote une loi de réforme, comme on l'a fait d'ailleurs pour la réforme de Mme Buzyn, Ma Santé 2022, qui a un catalogue d'objectifs assez généraux et flous, mais le financement, il n'est pas voté en même temps, il est dissocié. Il est chaque mois de la rentrée vers octobre, septembre, octobre, novembre, on vote le budget de la sécurité sociale. Alors, en 1996, Juppé avait fait voter par le Parlement, pour la première fois, un objectif des dépenses de santé, l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. C'était un objectif ce qu'on visait. C'est-à-dire que la représentation nationale disait voilà, il ne faudrait pas dépenser plus. Mais cet objectif était au début régulièrement dépassé. C'était pour, en gros, donner des choix de la nation. C'est devenu une contrainte absolue. Et comment on fait pour maintenir cette contrainte, quels que soient les besoins de santé? On met en réserve un certain nombre de millions, et de dizaines de millions, centaines de millions en début d'exercice, et si on dépasse l'objectif, eh bien, on ne les rend pas. Et puis, les tarifs pour rembourser l'appendicite, pour rembourser un stent coronarien, deviennent flottants. C'est-à-dire, si vous avez une activité qui augmente, on vous baisse les tarifs. Autrement dit, le gâteau ne bouge pas, mais éventuellement, les parts seront plus ou moins petites. Alors, pour se maintenir, que font les hôpitaux? Eh bien, ils augmentent l'activité au maximum. Donc, pendant des années, on a dit qu'il faut augmenter l'activité pour maintenir notre budget. Chaque hôpital qui était en équilibre savait que s'il n'augmentait pas l'activité de 2 à 3%, il rentrait en déficit. Donc, on est rentré dans la roue de l'écureuil. Il faut pédaler en permanence pour ne pas tomber. Alors, ce système, ça a tenu. C'est-à-dire les hôpitaux ont augmenté leur activité, y compris, quand on dit activité, le codage de l'activité, la facturation à la Sécu. Donc, on a embauché, y compris des gens qui sont codeurs, factureurs, ceux qui augmentent la facture à la Sécu. Un système fou. Évidemment, sans augmenter les dépenses de salaire, sans augmenter, et donc tout ça dans la contrainte, au moindre coût. Donc, plus d'activité et moindre coût. Donc, en 10 ans, on a augmenté de 15% l'activité, quand le personnel, tout compris, dont le personnel administratif qui a beaucoup augmenté, il y a plus de personnel administratif que de médecins à l'hôpital, a augmenté que de 2%. Donc, pour prendre le langage de l'industrie, gain de productivité énorme. Sauf qu'à ce petit jeu, à un moment donné, vous vous dites, mais la machine va casser. On ne peut pas augmenter l'activité sans augmenter le personnel indéfiniment. Quand est-ce que ça a cassé? En 2017. En 2017, l'activité des hôpitaux baisse. Normalement, on aurait dû augmenter les tarifs. Hein, dans cette équation volume-prix, vous augmentez le volume, on baisse vos tarifs, vous baissez le volume, on augmente vos tarifs. Très bien. L'activité baisse, on continue à baisser les tarifs.
2018, Mme Buzyn et M. Philippe. L'activité baisse, on a dit, oh, c'est un incident de parcours, peut-être que c'est des problèmes techniques. Pas du tout. 2018, l'activité baisse encore. Et à ce moment-là, de manière invraisemblable, et c'est une première historique, les tarifs sont à nouveau baissés de 0,5%. Nous nous sommes mobilisés, nous avons écrit au Premier ministre. Nous l'avons dit à Mme Buzyn, elle a dit, ce n'est pas la peine de protester, ça ne changera pas. Donc, on a, bien que l'activité baissée, on a continué à saigner l'hôpital public. Et donc, en 2019, la machine s'est cassée. Donc, l'hôpital cassé a abordé la pandémie. Bon. Et finalement, il a montré une prouesse grâce à tout d'un coup, les gestionnaires, les grands pros du travail à flux tendu, de l'hôpital flux. Hein, parce que le grand mot d'ordre des managers était devenu, il faut passer de l'hôpital de stock à l'hôpital de flux. N'est-ce pas? Le malade ne doit pas rester un jour de plus qu'il est nécessaire à l'hôpital. Il rentre chez lui, il part en maison de retraite ou dans un hôtel, et puis il rentrera, etc., etc. Tout ça doit être en continuum. Donc, il faut des gestionnaires de flux. Alors, là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gestionnaires ont été débordés, complètement désemparés, ne sachant plus quoi faire, et ce sont les équipes de soins qui ont pris la main, complètement. Complètement. Alors après, eux peuvent faire des discours. Martin Hirsch est, comme le président de la République, assez bon pour faire des discours émotionnels, sympathiques, mais ceux qui ont dirigé le système, ce sont les équipes de soins. Alors, ce qui a été fantastique, c'est que, au gros, ce que nous dénonçons depuis maintenant plus de 10 ans, ce que des mois et des mois de lutte du comité interurgence puis du comité interhôpitaux ont essayé d'obtenir, en quelques semaines, le virus l'a obtenu. Ça, c'était fabuleux. C'est le collier de fer budgétaire terminé. Il n'y a plus de question. On ne vous paye que si les lits sont occupés. Pas du tout. Il faut des lits vides pour pouvoir accueillir les malades. On vous paiera les lits vides. Hein, parce qu'on découvre tout d'un coup que quand on soigne des urgences, il faut des lits vides. Hein, autrement, c'est comme si on disait on ne paye les pompiers que quand il y a le feu. Mais quand il n'y a pas le feu, pas la peine d'avoir des pompiers. Bon, ben, si on veut accueillir des urgences, il faut des lits vides. On découvre ça. Ben, là, le virus l'a imposé. Hein. Il faut que les soins programmés et les urgences soient dissociés, autrement vous créez une confusion totale. Ça explique que les gens vivent ça. Vous arrivez à l'hôpital pour être opéré, puis on vous dit, on vous laisse à jeun. Ah ben non, il y a une urgence, on vous reporte, ça sera demain. Puis on vous reporte, ça sera après-demain. Parce qu'il y a une désorganisation, parce qu'au nom de la rentabilité maximum, il n'y a pas une filière d'urgence, une filière de soins programmés. Hein. Donc tout d'un coup, tout ça est complètement pulvérisé. La gouvernance est pulvérisée, les équipes de soins ont pris la main et les gestionnaires retrouvent leur place naturelle qui est au service du soin et pas au service de la rentabilité.